Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois, avec mon ami Louis Boucher. Salut Martin! Salut! Donc, aujourd'hui, on fait une vidéo, une de tes spécialités, une poivrière. Une poivrière. Parfait. Ou un moulin à poivre, comme ils disent. Un moulin à poivre. OK. Je pourrais pas difficile. Moi, je le jette, puis c'est en plastique, puis je le tourne, puis le poivre sort. C'est-tu pareil? C'est pas le même feeling. Pas le même feeling? OK. Bon. Parfait. On commence ça comment? Comment est-ce qu'on fait ça, un moulin à poivre? Qu'est-ce que ça prend pour faire un tour à bois, mais à part de ça? Ça prend du poivre. Pas du poivre. Ouais, l'idée, c'est de prendre le poivre puis le moudre. OK, je peux faire ça avec un marteau, mais bon. Avec un marteau, l'idéal, c'est d'avoir un moulin à poivre qu'on n'a pas ici, mais on va en prendre un ici. Et on veut se faire un moulin à poivre. Et juste pour rendre la vie plus compliquée, ça a l'air de ça, un moulin à poivre par en dedans. OK. Mais on achète ça où, ces kits-là? Comment est-ce qu'on fait ça? On les achète chez les marchands de projets de bois. Ça ressemble à quoi? Ça vient dans une petite enveloppe comme ça. Parfait. Et avec une belle petite feuille comme ça. C'est-tu facile à lire? C'est facile à lire, mais c'est pas facile à comprendre. OK. C'est la raison pour laquelle les tourneurs abandonnent leur projet de poivrière. C'est la séquence qui est importante. Qu'est-ce qu'on fait avant et après? C'est comme jouer aux échecs. Faut que tu prépares ton coup d'avance pour être certain d'avoir une bonne prise. Excellent. Puis les instructions que j'ai dans les mains? Ça, c'est 5 ans de frustration. OK. Ils m'ont amené à écrire d'un pas à pas, comme on dit, pour être capable de prendre le petit kit, se débarrasser de la feuille OK. et lire des instructions compréhensibles. Ça va vous aider d'un bout à l'autre. Ce document va être disponible, en fait, il est disponible en même temps que la vidéo est en ligne sur le groupe Parlons Bois sur Facebook. Il y a ma page Facebook Parlons Bois et il y a maintenant le groupe Parlons Bois sur lequel je peux mettre des fichiers et où vous allez trouver ce document. Mais c'est combien d'étapes à peu près faire ça? C'est à peu près 7 étapes. 8 ou 9 si tu te manques ton coup, mais en 7 étapes, en général, tu es capable d'en faire une. Parfait. Donc, je me retire et on regarde Louis faire sa poivrière. Et bien là, on va commencer. Évidemment, on commence avec un carolet. Supposons que c'est un crayon, mais c'est un gros crayon. Donc, en général, on a besoin d'au moins 2 pouces et 3 quarts de face. Sur au moins 10 pouces de long pour faire un 8 pouces. Okay. Parce qu'il y a des longueurs, la plupart des kits arrivent à 8 ou à 10 pouces. C'est-tu normalement indiqué dans le kit? C'est indiqué sur le kit 8 pouces. OK, Mais tu achètes un kit de 10 pouces. Mais tu peux toujours acheter un kit de 10 pouces et le rapetisser à 8 pouces. Mais en général, tu achètes le bon kit pour le bon baril. Excellent. Donc, on va partir avec un carolet. Si vous achetez un kit de 8 pouces, ça prend au moins 2 pouces de plus de bois. Il y a des pertes, il y a des tenons qu'on va enlever après, donc il faut être plus long. Parfait. Donc là, on va faire un kit de 8 pouces. Donc, on part avec un carolet de 10 pouces. 2 pouces et 3 quarts à 3 pouces sur 2 pouces et 3 quarts à 3 pouces. Excellent. Les traductions en centimètres ont apparu dans le bas de l'écran. Mais ça finit par être la même grandeur, je te le dis. Donc, on va les carrir. Et pour les carrir, on prend une gouge à dégrossir. Et on va tout simplement le mettre rond. C'est la première étape. Et on va fonctionner ça, on va faire le varier. Ce qu'on veut, c'est d'arriver avec un morceau comme ça. Excellent. Louis, tu m'as parlé de cette gouge-là l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle a de fantastique? En fait, ce qu'elle a, c'est un manchon interchangeable où on peut changer la gouge pour avoir un manche. Très pratique si vous voyagez souvent, juste un manche à vous promener. Et pratique pour changer d'un outil à l'autre. Je vais commencer avec l'outil à dégrossir. Lorsque je vais arriver pour faire le profil tout à l'heure, je vais prendre tout simplement mon autre gouge, je vais la rentrer, je vais la barrer et je peux travailler. Y a-t-il une économie avec ça ou c'est juste une commodité? Un ou l'autre. Il y a une économie, oui, parce que tu as seulement un manche et une férule. Okay. Mais par contre, ça prend quand même tes gouges en métal et les adapteurs pour la férule. Mais c'est côté pratique, côté rapide. Ça fait pas beaucoup de choses qui traînent autour de ton atelier. Parfait. Donc, généralement, un tourneur qui débute pourrait partir avec un manche, 4 gouges, qui est en business pour une bonne période de temps. C'est quelle marque, ça? En fait, c'est fait par les outils Thompson pour le tourneur professionnel Jimmy Clouse de Las Vegas. C'est son design qui est conçu par le producteur de gouges Thompson. Excellent. Fait qu'on va les regarder travailler? Oui. Donc, on va dégrossir. Évidemment, vous avez remarqué que j'ai porté mes lunettes de sécurité.
Martin s'est tassé dans le champ dangereux, donc on va le dégrossir. Et l'idée, c'est de tout simplement de le passer de carré à rond. On fait ça par magie, hein. Ça marche-tu? On fait ça par magie, je suppose que je l'ai tourné. Oui. Et on va aller, magie de la télévision, rond à carré. Non, c'est le contraire, carré à rond. Carré à rond. Carré à rond. Donc, on a le blanc. Donc, ce qu'il faut s'installer maintenant, il faut réaliser qu'on va avoir notre base de poivrière et notre tête de poivrière. Si on se réfère à notre modèle, là, éventuellement, on va faire ça comme ça. Donc, on a 2 pièces dans notre poivrière. Donc, on va tourner des tenons qui vont nous servir pour monter notre pièce à mesure qu'on avance. À la fin, les 2 tenons vont disparaître. C'est pour ça que je vous demande d'avoir plus de bois que... Et aussi, ce que les gens oublient beaucoup, c'est que l'espace qui va vous permettre d'enregistrer la tête sur le boîtier, il y a du bois là. Et ce bois-là, il se retrouve là. C'est pour ça que je vous ai demandé tantôt d'avoir plus long. Parce qu'on va reculer là-dedans tout à l'heure. Et les gens oublient beaucoup cet espace-là qui sert de collet. Donc, il faut le faire. Donc, on va marquer notre pièce et on va faire nos tenons qui vont correspondre au mort de notre mandrin. Donc, on tourne ça avec une gouge, un avant, un arrière. Et il y en a un qui va au milieu. Celui qui va au milieu il est important parce que c'est lui qui détermine la proportion de la tête vis-à-vis le corps de notre poivrière. Et je me suis fabriqué des petits gabarits qui me donnent l'idée où devrait être cette zone de perte de bois qui est le collet. Les dimensions, ils sont dans le document, mais essentiellement, on va avoir un tenon d'environ un demi-pouce à la base, un tenon d'un demi-pouce au bout et un espace d'environ 1 pouce à l'intérieur qui va servir de collet. On va le marquer, donc on utilise le petit gabarit et on va marquer, on a le premier tenon, on a notre deuxième tenon et notre espace de collet va être cette partie-là. C'est la partie qu'on va perdre éventuellement, celle-là et celle-là. Donc on le sait maintenant qu'on a la proportion tête et base de notre poivrière. On va établir un tenon au centre, mais il faut d'abord mesurer notre tenon. On utilise un compas et on veut, dans le cas de mes mâchoires, on fait des tenons qui sont environ 2 pouces. Donc on va le rapetisser un peu. On va ajuster nos tenons à la dimension de notre mandrin. Et voilà. Premier tenon. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'utilisation du compas lorsque ça tourne, vous pouvez toujours arrêter le tour, prendre votre mesure, recommencer et réajuster votre tenon. Le dernier tenon à vérifier, c'est le premier. On a nos tenons qui sont bien francs. Et c'est ce qu'on veut, donc là on peut arrêter. Une fois qu'on a taillé nos tenons, c'est important de les numéroter. Parce que dans les instructions, vous allez voir, à un moment donné, je vous dis installer le tenon 1 dans le mandrin. Donc on va les identifier. Tenon 1, tenon 2, tenon 3. On va aussi écrire base et tête pour se rappeler. Louis, j'ai une question pour toi. Tes tenons, ils ont l'air d'être taper, en angle. C'est volontaire? Oui. Ils sont en angle parce que j'ai un mandrin avec des mâchoires en angle. Okay. Si j'avais un mandrin avec des mâchoires segmentées, qu'on appelle, avec des petites coches, je le ferais carré. Question de bien enregistrer ma pièce dans mon mandrin. Donc, ces tenons-là correspondent à ce mandrin-là, à ces mâchoires-là. Excellent. Et ça, c'est important. Parfait. L'autre chose qui est importante aussi, c'est de bien marquer l'alignement du grain. Donc, on va tirer une ligne en utilisant le porte-outils et ça va nous permettre, lors de la construction de notre moulin, de toujours réaligner notre grain. Donc, là, on a fait ça. Là, ce qu'il va rester à faire maintenant, c'est de détacher la tête de la base. Et on va le faire avec un troncoir mince. On va faire une première coupe.
Et on va aller sur le scie-ruban pour couper la tête de la base. Donc on est prêt à couper, départir la tête de la base de notre moulin. Et on va le faire sur le scie-ruban. On pourrait le faire sur le scie à main, mais c'est beaucoup plus efficace si vous avez une scie à ruban. Par contre, on a un objet rond sur une scie à ruban. Situation dangereuse. Donc on va sécuriser notre pièce sur un gabarit en V. C'est tout simplement un bloc de bois qui a été coupé en V. Et on peut asseoir notre pièce dessus. Et ça va nous permettre de la tenir et qu'elle ne soit pas entraînée par la scie. Donc on va partir la scie, on va s'assurer que tout est propre, tout est dégagé. Et on va... Voilà. Là, on a nos deux pièces. Bon. Hey Louis, c'est quoi que t'as qui traîne au bout de ton tour, là? Ah, c'est juste une mauvaise habitude. J'aime ça avoir les choses organisées. Donc, j'ai organisé un petit, appelons ça un caddie, si on est des joueurs de golf, là, où toutes les mèches que j'ai besoin pour mes poivrières sont là. Tous mes outils détaillés. Sinon, j'aurais besoin de me déplacer dans le tiroir pour aller voir à chaque fois qu'est-ce que j'ai besoin. Et les chances, c'est que je ne vais pas prendre le bon forêt à la bonne grosseur, donc ils sont toujours à la même place, ils sont toujours dans le même ordre. Donc on a séparé la tête de la base, on a monté la base sur le mandrin en utilisant, selon les instructions, le tenon numéro 2. Donc on est bien appuyé, on est centré, là on va percer. On va percer, et il y a deux grosseurs de trous qu'il faut faire au début. Il faut faire le premier épaulement qui sert le début du moulin, et le trou pour le mécanisme à partir de la base. Ça c'est la base de notre moulin. Donc, on va aller là. Évidemment, on va baisser la vitesse parce qu'on ne peut pas percer à une haute vitesse. On va baisser peut-être à 400 tours, 450 tours. Donc, on utilise une mèche de type Forstner. Et on a installé un mandrin de type Jacob. Et on va rentrer à l'intérieur. Donc, c'est le contraire d'une perceuse à colonne. La pièce tourne et la mèche est fixe. C'est trop vite. Là, on va ramasser. La fumée, c'est parce que ça tourne trop vite? Parce que ça va vite, puis on enlève beaucoup de bois en bout de grain. Donc, on déplace beaucoup de matériel. Donc, et là, parce que j'utilise toujours cette mèche-là, je me suis fait un point d'arrêt, parce qu'on dit qu'il faut rentrer sur 1 pouce. Parfait. Donc, le cran d'arrêt, il est là, c'est mon petit drapeau, je vais continuer pour le terminer. Et le blanc qu'on utilise, c'est un blanc en freine, donc c'est un bois qui a beaucoup de grains, donc c'est assez difficile à percer. Donc on a fait notre premier trou, et c'est là qu'on s'aperçoit que ce tenon-là, on va l'enlever éventuellement. La base de notre poivrière, elle va être comme ça éventuellement. On va l'avoir besoin dans une autre étape, puis ensuite on va l'éliminer. On est rendu à percer notre deuxième trou, qui effectivement est le réservoir pour le poivre. Donc, la grandeur est très spécifique au mécanisme, c'est 1 pouce et 1,16. Donc, j'utilise une mèche spécialisée qui va me permettre de percer le trou à 1 pouce et 1,16. C'est une mèche aussi de type Forstner, ça donne qu'il y a aussi un mandrin intégré, mais on pourrait utiliser une Forstner dans un Jacob comme on vient de faire. Et là, on va percer sur à peu près les 3/4 du corps de la poivrière. On ne veut pas défoncer. Fait que t'as-tu un morceau de tape pour te diquer lui avec, non? Non, parce que je sais par expérience que pour 8 pouces, je vais rentrer jusque-là. Mais c'est environ, si on le mesure, là, on va rentrer sur environ 5 pouces. Entre 4,5 et 5 pouces. Excellent. Donc, c'est un long trou. Donc, on y va. Même principe. On libère notre brin de scie. On continue à tourner. On recule notre mandrin parce qu'on devient en bout de course. On ramène la poupée. On barre. Et voilà. Question pour toi. Oui. La mèche Forstner n'est pas portée à tourner ou t'as barré le bidule? Comment ça fait que la mèche Forstner ne tournait pas en même temps que le bol? C'est parce que sur les tours de qualité, il y a un cran d'arrêt sur ce qu'on appelle le quill, là, la tige principale, qui l'empêche de tourner. Parfait. Si vous étiez de ce côté-ci, vous verriez qu'il y a une saisie ici avec une pin ou un blocage qui l'empêche de tourner. Parce qu'on ne peut pas la barrer. Si je la barre, je ne pourrais pas l'avancer. Ah, OK. Donc, ben dans ce cas-là, je ne veux pas te décevoir, mais j'ai ça aussi sur mon tour. Fait que j'ai le bidule, même si c'est pas un tour de qualité. OK. Puis tu savais pas à quoi ça servait?
Je pensais juste que c'était l'encoche. Ça l'empêche de tourner lorsqu'on perce. Donc là, j'ai percé mon trou. Évidemment, il s'est rempli de brindilles et de copeaux de bois. On peut le faire avec une cuillère. Cuillère à cocktail, ça fait très bien pour aller chercher ça dans le fond. C'est distingué en plus. C'est distingué. Petite bouffée d'air, ça fait la job. Ouais, de l'air frais. Et si vous pensez que vous avez trop de surchauffe, vous pouvez toujours utiliser de l'air pendant que vous tournez. Et là, ça refroidit la mèche et ça élimine le brintier à mesure. J'ai vu des tourneurs utiliser du WD-40. Dans le trou, ça mèche. Ben, sous le prémisse qu'on pense que c'est du WD-40, c'est du lubrifiant, ce que ce n'est pas. WD-40, ça veut dire Water Dispersion. C'est pour enlever, c'est pour empêcher l'eau qui va sur le métal. Il n'y a pas grand avantage à mettre. Et en plus, vous risquez d'avoir une réaction avec votre fini, parce qu'il y a des minéraux là-dedans. Donc, on n'a pas besoin. Il y a de la friction, c'est normal, on est en bout de grain. Il faut s'assurer qu'on a une mèche qui est en bonne condition, qui est coupante. Et il ne faut pas aller trop vite, puis il ne faut pas rentrer trop vite non plus. Okay. Si on continue à toutes ces règles-là, on n'a pas besoin de WD-40. Si vous vous rappelez bien, on n'a pas percé jusqu'au bout. On a percé environ aux 3/4 de la grosseur du moulin. La raison est assez simple. C'est parce que si on perce d'un bout à l'autre, on risque de ressortir un petit peu en dehors de l'axe. Le grain de bois, la friction, la façon dont vous poussez sur votre mèche risque de vous faire dévier. Et à ce moment-là, vous allez avoir, à la prochaine étape, quand vous allez tourner le collet pour la tête, vous allez être décentré et ça va paraître. Ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir plus tard dans l'autre sens pour finir le trou et le joint il est caché. Seul le poivre le sait. Donc, on a fini de percer notre première partie du trou. On enlève la base sur le mandrin et on remonte la tête, tonneau numéro 3. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer les trous qui sont la tête du moulin. Et c'est particulièrement compliqué. Il y a 3 trous de 3 différents diamètres. Et c'est ce qu'on va faire actuellement. Première chose à faire, on va s'assurer que la face est bien homogène. Donc, on va prendre notre gauche et on va faire... Monsieur, j'ai une question. Oui. Pouvez-vous me remontrer avec votre gabarit les trous des 3 différents diamètres? C'est là. On voit bien. Donc, on est dans la tête du moulin. Il y a le trou pour le shaft ou l'axe principal. On a le trou pour la petite pièce qui fait que lorsqu'on tourne la tête, le pivot est carré et ça engage le coupant, le couteau en bas. Et on a aussi l'épaulement qui permet à la tête de rester sur la base. 3 trous, 3 diamètres différents, 3 profondeurs différentes. Donc, c'est l'étape où on peut se tromper. Parfait. Donc, on a monté notre pièce, notre tête. On va s'assurer que la face est propre parce qu'on n'aura pas de chance d'y retourner après une fois qu'on va refaire les trous. Donc, on va s'assurer qu'on a une bonne vitesse de rotation, on a une bonne coupe, on appuie notre gauche, j'utilise une gauche à balle. Et voilà, ma face a été rendue perpendiculaire à l'axe de tournage et je vais avoir une bonne finition pour finir parce que j'ai pas de chance d'y retourner après. On est rendu à percer nos trous. On a 3 trous à percer, évidemment, on va partir du plus grand vers le plus petit. Et le premier trou, c'est 1 pouce et 3/8 sur 1 demi-pouce de profondeur. On est chanceux, une mèche Forstner d'1 pouce et 3/8, la face de la mèche a 1 demi-pouce. Donc, on va juste rentrer la face de la mèche. Même principe que tantôt, on réduit notre vitesse, on engage notre mèche bien comme il faut, et on va tourner l'épaisseur. Et voilà. En principe, j'aurais dû arrêter le tour. La mèche n'aurait pas tourné. Donc, on est rendu à faire notre deuxième trou qui va servir à retenir la petite plaque qui enclenche le mécanisme. Celui-ci, c'est plus ou moins 1/8, c'est l'épaisseur de la plaque. Moi, je sais que sur mon tour, c'est 3 tours de manivelle à cause du poids des filets. Mais une façon très simple, c'est de prendre votre crayon et de marquer le début du mandrin et de regarder la course ou de le rentrer puis de le sortir. C'est pas très compliqué, mais c'est une mèche de 15-16. 15-16 de pouce. 1, 2, 3. Et moi, je sais que c'est l'épaisseur de la petite pastille. Prochaine étape, on va aller percer le trou qui permet à l'axe de passer au travers de la tête. Donc, on est à 9/32e. Et lui, on va le passer bord en bord.
parce que la tige va sortir. Donc, on utilise une mèche en spirale, peut-être une mèche à métal ou une mèche à bois, mais en autant qu'on a la bonne dimension, et on va tout simplement passer au travers. Et voilà. On s'assure qu'on a passé au travers. Et c'est pas dangereux de briser votre mèche parce qu'il y a un vide au centre du mandrin. Donc, vous ne percerez pas votre mandrin et vous accrocherez pas non plus. Donc, on a pratiquement terminé le machinage de... On pourrait utiliser de l'air aussi, c'est plus efficace qu'un souffle. On a fini notre machinage, on a percé nos 3 trous. Et là, on va le sabler, puis on va le finir tout de suite parce qu'on n'aura pas de chance de revenir après. Donc, on va déjà commencer la finition. Donc, un papier sablé, on va couper les coins légèrement, juste pour que ce soit propre, travailler la face, et on va s'assurer d'adoucir cette partie-là, qui est celle qui rencontre la base de notre moulin. La meilleure façon de faire la finition instantanée, c'est d'utiliser une gomme laque, un shellac qu'on appelle, déjà pré-mélangé, et avec un pinceau. Et on met ça dans un pot de confiture au bleuet, c'est essentiel. Oui, c'est sûr, parce que framboise, ça ne marchera pas. Framboise, ça ne marche pas. Donc, on va peinturer, on va mettre la laque sur la face de notre moulin. On va tourner le tour, activer le tour, et on va surchauffer la laque, et elle va sécher automatiquement. Question comme ça, on est obligé d'utiliser un produit de grade alimentaire, parce que la laque, c'est pas nécessairement le cas. Est-ce que ça touche au poivre, cette partie-là? Cette partie-là ne touche pas au poivre. On est dans la cavité où c'est le mécanique qui est... En général, on va avoir du poivre probablement là en descendant. OK. Donc, mais même là, c'est comme n'importe quel produit. Grade alimentaire, oui. Mais il reste que lorsque le produit est à maturité, donc on dit en anglais cured, tout est food safe, c'est alimentaire. Okay. Mais c'est une laque, c'est naturel. C'est un produit d'un scarabée, d'un petite bibite, c'est de la laque, c'est de la gomme laque, ce qu'on appelle du shellac en anglais. C'est la même chose? C'est la même chose. Ah, toujours pensé qu'il y avait une différence entre les deux. Non, ça, c'est une gomme laque. Là. Je serais pas venu à l'autre bout de la province pour rien, m'avoir appris de quoi. Laque, donc, c'est la gomme laque qu'on a utilisée, c'est préparé d'avance. Évidemment, les puristes vont dire, je vais acheter des flocons, je vais le diluer dans l'alcool, mais on peut l'acheter tout prêt, et ça fait bien la job. L'avantage, c'est que ça sèche vite, et on va la polir avec un papier, on va le repartir, on va lui donner de la vitesse. C'est quand tes doigts brûlent que c'est prêt? Ben, quand le papier prend en feu, c'est parce que c'est prêt. OK. C'est aussi simple que ça. Vas-y, on regarde. Mais on ne laissera pas brûler parce qu'on peut finir la journée, malgré que la station de pompier est au coin de la rue. Donc là, ma gomme laque, elle est déjà sèche. Par habitude, j'ajoute un petit peu de cire. C'est de la carnauba, de la cire dure, et je vais juste le polir. Donc ça va être encore plus fini. Encore là, un petit peu de papier. Vous avez remarqué que je n'utilise pas un t-shirt. J'utilise pas de serviette, j'utilise du papier. Parce que ça tourne. Et si jamais ça coince, ça va s'effriter et ça ne va pas tourner. C'est un bon truc, ça. Vous avez peut-être remarqué que j'avais enlevé ma montre. J'ai coupé ma barbe. OK. Donc, elle ne peut pas prendre dans le mandrin. Tu vas la réinstaller à soir? On va la recoller ce soir. Parfait. Donc là, on a terminé le bas de la tête de notre poivrière. Bon, là, on est rendu, on a fini la face intérieure de notre tête. On va remonter le boîtier et le tenon qu'on avait fait au début. Et on a fait des trous. Le restant, on va l'utiliser. On va le monter dans le mandrin et on va être en mesure d'aller terminer. Je peux le couper au montage ou je peux le laisser. Ça va dépendre comment je vais filer cette journée-là. Mais là, je l'ai retrouvé. Ah, OK. C'est bon signe, hein? Donc, on va monter notre pièce. Et là, évidemment, il faut se rappeler qu'on n'a pas un tenon en plein bois. On a un filet de tenon. Donc, il faut être un petit peu poli sur... T'arrêtes quand ça craque. On arrête juste avant que ça craque. OK. Donc, on s'assure que ça vire droit, ça vire relativement droit. On peut lui aider. Voilà. Donc là, on va être en mesure d'aller finir la partie avant. Là, on est là. Et ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui va rentrer comme ça. Donc, il faut rapetisser ça. Mais d'abord, il faut finir notre trou. Donc là, on va aller repercer. On se rappelle qu'on a percé dans ce sens-là jusqu'au 3/4. Là, on va aller finir le trou qui va devenir le réservoir de la poivrière. Donc, on va y aller avec 1 pouce et 1/16.
Évidemment, ça dépend de la grosseur de votre tour. C'est pas tous les tours qui vont vous permettre d'aller vite comme ça. Mais là, j'ai un gros tour avec énormément de puissance et une mèche hyper coupante. Évidemment, on peut doser. Il faut doser la façon dont on fonctionne. Mais là, on a notre trou maintenant qui est fait d'un bout à l'autre. Donc, on a percé notre trou. On a fini de percer notre trou. On avait percé jusque-là. Donc, on l'a défoncé. Et si on n'était pas aligné, ben, c'est à l'intérieur. Et on est complètement concentrique pour la prochaine étape. Là, on va aller sabler l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui vont dire que ça sert. Ben, ça sert que vous avez le bonheur d'avoir une surface qui est propre. Donc, c'est fait un bâton de sablage. Projet de tourneur 101. Donc, tout simplement un petit mandrin qui est un petit peu taper, comme on dit, là, évasé vers l'intérieur. Conique. Et un morceau de papier sablé autocollant. Et on va y aller tranquillement. Évidemment, si on y va vite, ça risque de coincer. Et l'idée, c'est de tout simplement adoucir l'intérieur parce que c'est un trou qui est fait avec une perceuse. Et là, on s'est assuré que l'intérieur est propre. Là, on va finir cette partie-là pour l'amincir, pour aller faire dans la tête. Et là, évidemment, on est loin. Il faut se rappeler qu'on a un tenon qui est très mince et on est relativement loin du centre de force de notre mandrin. Donc, il va falloir appuyer cette partie-là parce qu'on va travailler dans ce sens-là, donc on risque de le décentrer. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser notre pointe qui arrive avec la poupée libre de One Way. La grosse pointe d'aluminium, elle va rentrer là et ça va vous permettre de le centrer. On peut utiliser un mandrin à tube de machiniste. C'est la même chose. On va être capable de le centrer. Et si vous en faites beaucoup, c'est pas une mauvaise idée de vous fabriquer votre propre pointe sur votre mandrin qui va vous permettre d'arriver exactement au bon diamètre et qui va vous servir à plusieurs étapes de votre poivrière. Moi, j'en fais beaucoup, ça a valu la peine de m'en faire un. C'est fait avec du plastique ABS, c'est tourné sur le tour et ça sauve beaucoup d'étapes. Donc, on va s'appuyer et là, même si je mets de la pression latérale sur mon cylindre, il ne sera pas décentré. Donc, on a préparé notre base. L'idée, c'est de trouver maintenant comment rapetisser notre tenon. Si vous vous rappelez, ça, c'est un tenon qui nous servait à percer dans la première étape. Et on va l'éliminer. Il est beaucoup trop long. Le cou est trop long. On va le rapetisser de longueur et de diamètre pour aller faire dans notre tête. Donc, on va mesurer la pièce qu'on a tournée tout à l'heure. On se rappelle que c'est 1 pouce et 3/8. Mais c'est une bonne idée d'utiliser un vernier pour le mesurer. On va prendre la mesure et là, on va se donner une chance. On va s'agrandir un peu plus pour le rajuster plus loin. Donc, je vais tourner plus gros que j'ai besoin parce que c'est facile d'en enlever, difficile d'en ajouter. Par contre, si vous avez un tour qui a le reculon, on peut remettre du matériel avec le reculon. Ouais, c'est une option que j'oubliais. Une nouvelle option souvent, sur les tours. C'est dispendieux, mais ça vaut la peine, ça sauve beaucoup de bois. Donc, on va y aller avec un troncoir. Et on va rapetisser notre goulot. Donc, un troncoir, on travaille à peu près à 2h moins 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première tentative. Je sais que ça, c'est la partie qui est excédentaire. J'en aurai pas besoin, donc je peux me pratiquer pour avoir le bon diamètre tout de suite. Et c'est là que c'est la gymnastique essai-erreur. Donc, on a fait une première tentative de diamètre, on va l'essayer. C'est un peu trop, il y a un peu trop de jeu, mais c'est notre partie sacrifice de toute façon. Donc là, je vais continuer à faire ma coupe, mais là, je vais y aller un petit peu moins généreusement. Et on va le réessayer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire conique. Je ne vais pas faire mon tenon bien d'appui franc pour me donner une certaine chance de réessayer mon bouchon. Donc, je vais prendre mon bouchon, je vais l'essayer. Et là, maintenant, j'ai la bonne. Là, je sais que c'est la bonne dimension. J'ai pas de jeu. Il ne faut pas que ce soit serré. Il ne faut pas oublier que c'est un moulin à poivre. Là. Ça fonctionne. Donc là, je sais que à mon épaulement ici, c'est bon. Donc là, j'ai trop de matériel. Ça, c'est ce que j'ai de trop. Parce que j'appuie dans le fond de mon bouchon. J'ai trop de matériel. Donc, je vais le couper pour l'équivalent.
Donc, je vais le mesurer avec ma gouge. Et comme par hasard, c'est exactement la largeur de mon tronc-croix. C'est pas un hasard, Louis, tu es un pro, fait que c'était calculé. C'était calculé, disons, pour les bienfaits de la vidéo. Donc, on va en enlever. Évidemment, c'est un cône en plastique. Ça ne fait pas de dommage à votre gauche. Non, mais ton plastique, il n'a plus la bonne dimension pour la prochaine fois. Il devrait pas être si loin que ça parce qu'il est conique lui aussi. Ah, OK. Donc, le monsieur y avait pensé. Ah. Donc, là, on va aller finir. C'était barbé ici. On va aller nettoyer ça comme il faut. On va prendre le troncoir et on va y aller bien tranquillement. Il y en a qui vont peut-être trouver que ça tourne vite. On tournait environ 2800 tours. C'est pas pour sauver du temps. J'avais calculé 2750, mais si tu dis 2008, je vais te croire. Oui, il y a une marge d'erreur sur l'afficheur. Ah, OK, c'est bon. On va dire que c'est 2750. Parfait. Donc là, on est correct. On a la bonne place, on a du jeu, on a la bonne appui. Même si t'es pas collé? Ben, je ne suis pas collé encore. Ah. Parce que là, il faut que j'aille finir cette face-là dernière fois. Donc j'ai un petit jeu ici, mais on va l'éliminer. OK. Je verrai juste... Fait que ce que je sais, j'ai plus besoin de travailler sur mon tenon dans cet axe-là, dans la grosseur. C'est juste la longueur qui est un petit peu trop fort. Là, je vais prendre un troncoir beaucoup plus mince, parce que je ne veux pas faire une grosse coupe, et je vais en envoyer un petit peu. Et voilà. Et ça, c'est l'étape la plus frustrante du moulin à poivre, parce que, évidemment, si on enlève trop, ben, il y a toujours la possibilité de raccourcir la poivrière. N'oubliez pas que vous pouvez la faire jusqu'à 2 pouces de haut. Mais à un moment donné, il faut que la base soit plus haute que la tête. Mais on peut reculer, on a un certain... Mais n'oubliez pas qu'à mesure que vous reculez, on dépareille le grain. Là, on a perdu presque un 3/4 de pouce. Là. Avec un bois neutre, ça va, mais avec un bois comme ça, c'est du frêne. Là, on en a perdu un bout. Ici, là, en principe, là, il y avait du grain là, qui descendait. On voit que la pointe n'est pas terminée, ça devrait être comme ça. Là. Mais c'est un compromis. Mais en général, lorsque vous allez le mettre sur la table, vous allez présenter cette face-là, puis ça match. Donc on continue. Là, on va nettoyer cette partie-là au papier sablé, comme on a fait avec notre base, parce que c'est terminé. Là, on va sabler, on va faire la finition ici. Donc, c'est le cou, le collet. Là. Donc, on va sabler les arêtes. On ne va pas sabler le diamètre ici, parce qu'on va le rapetisser, puis là, on va avoir du jeu dans notre tête. Donc, c'est l'intérieur, le côté, un petit peu d'assouplir, et la face ici, on peut lui donner un petit coup. Et là, on va revenir avec notre gomme lac. Donc, on s'en va comme ça, un petit peu à l'intérieur, et surtout sur le collet, dans son ensemble. Et là, on va reprendre notre papier qui est ici, on va augmenter la vitesse, et on va polir la gomme. Encore là, j'utilise du papier, pas un t-shirt. On se rentre le doigt, mais pas trop loin. Et on sent déjà la chaleur. Aussitôt qu'il y a de la chaleur, la gomme lac sèche. C'est presque instantané. On va prendre mon petit morceau de cire Carnauba, un petit peu de cire pour le mécanisme, un petit peu de polissage. Et là, on vient de comprendre pourquoi j'ai fait ma finition. Parce qu'à un moment donné, lorsque je vais finir mon moulin, j'aurai plus la chance d'aller finir l'intérieur, parce qu'il va être comme ça. Donc là, mon intérieur est terminé. Vous allez remarquer que j'ai changé de tour. C'est pour le besoin de la caméra. Non, en fait, c'est parce que j'ai besoin des mâchoires spécialisées. On appelle ça une mâchoire, en anglais, c'est spigot. Là. Je crois qu'il y a des tourneurs qui appellent ça des doigts de fille. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir notre corps de moulin par le bout qu'on vient de terminer, qui est déjà fini. Donc, il faut aller le prendre à l'intérieur, donc en expansion. Donc, j'ai des mâchoires qui vont aller à l'intérieur et je vais être capable de le monter comme ça. Ça va me permettre d'éliminer le dernier tenon de trop. En fait, c'est pas vrai, il en reste un autre après. Et le tenon numéro 1, on l'élimine complètement maintenant. Pour être capable d'avoir une base qui est terminée, une base qui est finale, ce qui est l'appui de notre poivrière. Donc, on va le couper, un troncoir mince. Et encore là, il faut s'appuyer.
Parce que j'ai pas beaucoup d'appui ici avec ce petit mâchoire-là. Et je vais m'en aller comme ça et ça risque de désaxer. Donc j'ai ramené ma poupée libre de l'autre tour. Et je vais être capable de la mettre à l'intérieur. Et c'est une poupée, c'est une pointe étagée, donc elle va jusqu'au fond. Et ça va me permettre de couper le tenon. Okay. On va le couper, on va partir le tour. Et on utilise le troncoir. Donc, si vous en faites beaucoup, vous allez vous ramasser avec une jolie les bracelets? Collection de bracelets. Donc, ils sont tous la même grandeur, sauf qu'ils sont très fragiles. C'est en bout de grain. Donc, c'est pas très... Donc, on a la base. Ce qu'on veut faire aussi, c'est s'assurer que notre base est un peu inversée vers l'intérieur pour que ça soit une poivrière qui s'assoit bien sur la table. Si elle est en berceau en bas, ça va faire une poivrière qui n'est pas stable. Donc, je vais couper... Lorsque je fais ma coupe de saignée, je vais l'angler vers le centre, légèrement. Je dirais, moi, 1,82 degrés. C'est la mesure qu'on a besoin et on va être capable de l'asseoir et on a un dégagement. Même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va prendre notre papier sablé et notre potion magique avec la gomme lac et on va finir l'intérieur. On va le repartir. Coup de papier sablé pour les tranches. On coupe les coins. On met de la gomme lac. C'est ta même recette, puis je devine que tu vas mettre de la cire par-dessus. OK, Louis. C'est quoi t'as mis dans ton mandrin? Là, on est rendu à l'étape 6, donc on a fait un mandrin de reprise. Il y en a d'autres qui appellent ça un mandrin de confiture, un jam chuck, là. Mais c'est un mandrin de reprise qui va nous permettre de recentrer notre pièce sans abîmer la portion qu'on vient de terminer aux finitions et à la cire. Okay. Donc l'idée, c'est de le fabriquer. Essentiellement, lorsqu'on le fabrique, c'est pas compliqué. On fabrique un cône double qui va faire dans le trou principal et qui va s'appuyer sur le premier épaulement à l'intérieur. Donc on va le rentrer et ça va rentrer comme ça. Excellent. Là, je veux juste te faire remarquer que je suis venu dans l'image parce que c'est quand même une de mes vidéos que je voudrais apparaître un peu de temps en temps dedans. J'aurais pu mettre une veste orange, j'aurais fait pareil. Oui, ah ouais, si, j'en ai ramené une, j'en ai de ta grandeur. Je te laisse continuer. OK, donc là, on a notre base et on a la tête. On sait maintenant que ça fit parce qu'on l'a fait. Et on utilise notre ligne d'alignement de grain. OK. Parce que le grain va peut-être nous aider à choisir la forme de notre poivrière. OK. C'est vrai, il n'y a pas donné de forme encore. Il n'y a pas donné de forme, c'est la dernière chose à faire. Okay. Et je peux peut-être t'expliquer pourquoi on fait ça en dernier. Oui, donc. Parce que si tu fais la forme en premier et tu te trompes dans tes trous, ben tu as perdu du temps pour rien. Ouais. Donc, on fait tout le machinage et on fait le tournage à la fin. Au pire, on a perdu du bois et du temps. Ouais, au pire, on va avoir une très petite poivrière. OK. Donc, on va faire ça. Je reprends ma pointe spécialisée, mais ça pourrait être la pointe standard de votre tour qui va rentrer à l'intérieur. Et ça va faire la même chose. En fait, vu que la majorité n'a pas fait des pointes comme ça, on va prendre votre pointe qui vient avec votre tour. On s'envoie dans le centre. On vient de monter. Donc là, on a le corps. On a le poivrière au complet. La base, la tête. Et là, c'est là qu'on décide la forme qu'on veut, etc. Écoute, Louis, au niveau des formes, on peut s'amuser, je pense. Hein? On peut s'amuser beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une ceinture ici. Là. On ne veut pas aller plus petit que l'épaulement qui est là. Oui. Parce que la tête. Mais en général, on n'ira jamais jusqu'au trou de toute façon. Donc on a pas mal de flexibilité. Évidemment, si vous avez parti avec un blanc qui avait 3 pouces et quart, vous avez beaucoup de flexibilité. Mais en général, c'est ça. Donc on peut... Mais attends un peu, là. Il y a une chose aussi, c'est que plus on les fait grosses, il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ça. C'est ça. Oui. En général, les gens aiment les poivrières qui ont environ 10 pouces. Okay. De 8 à 10 pouces. Les 12 à 14 pouces comme ça, c'est pas très populaire. Parce que c'est gros, c'est massif et ça a moins d'équilibre comme ça. Okay. Donc c'est une façon, mais il y en a qui aiment ça. Mais en général, on parle, ça c'est le format typique, là, entre 8 à 10 pouces. C'est pas en parallame, c'est en beau bûche.
En Beaubûche. Beaubûche, c'est un laminé de hêtre européen qui est fait en Allemagne. OK, tu vas chercher loin ton Ça bois? arrive en morceaux. Oui, mais ça arrive par la malle. Okay. Le drone d'Amazon, je drop ça sur ma maison. Hey, j'ai vu, il y a une place d'Amazon pas loin, ça, je les ai vus. C'est en plein ça. Donc, non, c'est un fournisseur de bois qui fournit. C'est en B, il y en a des plaques là-bas. Là. OK. Puis, ça fait très beau. Sauf que ça, c'est des tests. Ça, c'est des. Tu me demandais, c'est quoi? En général, je fais des prototypes. Avant de couper puis de percer, j'aime voir la forme en général. Ça, c'était une commande spéciale. C'est quelqu'un qui voulait avoir une poivrière avec une forme particulière. Donc, j'ai fait un prototype. C'est celui-là qu'on a fait. Ça, c'en est un autre prototype. Ça, c'est un autre prototype. Donc, c'est une façon de prédéterminer comment on le fait. OK. Fait que je te laisse t'amuser avec tes formes. Tu vas nous former ça? Je vais vous former ça. Excellent. Donc, on a notre moulin qui est assemblé en pointe maintenant. Il est stable. Il va bien tourner. Évidemment, il n'est pas nécessairement rond parce qu'on a tellement joué avec, mais on va le mettre droite et on va le faire. Donc là, on fait notre forme. On a deux choses à se rappeler, c'est qu'il y a des cavités là-dedans. Il ne faut pas aller plus petit que les cavités. Parce que si vous allez plus petit que les cavités, ben, il va être plus court. Donc, on va se rester là. Et le goulot aussi, c'est important. Donc, moi, vu que j'en fais beaucoup, je me suis fait un petit gabarit qui me dit que le joint, là, il ne devrait pas être plus que telle grandeur. Donc, si je m'en vais là, je suis sûr que je ne vais pas dépasser. Fait qu'il ne faut pas que j'aille plus petit que ça. Donc, c'est une bonne façon de savoir. Ce que je vais faire une première saignée avec le troncoir pour aller avec ce joint-là. Donc, on repart tranquillement. On va aller essayer. Là, on n'était pas assez serré, donc il a glissé sur lui-même. Mais c'est pas grave. Il nous reste encore un peu de place. On y est presque. On va arrêter là. Donc ça, c'est le goulot, c'est le plus petit qu'on peut venir avec notre poivrière. Donc on peut faire la forme comme on veut. Donc on va faire notre forme. On va prendre une gouge à détailler, qui est une façon simple de faire ça. Donc on prend notre gouge à détailler et il y en a qui appellent ça une gouge à profiler, là, et on va déterminer la forme. C'est toujours plus intéressant quand la base est plus petite que la tête, ça donne une conique. Donc, on va travailler technique de base. Et là, il ne faut pas oublier qu'on a un mécanisme de 8 pouces. Donc, il faut arriver à ce que notre distance soit au plus 8 pouces entre la base et le dessus. Donc, là, on sait qu'on va... Ben oui, moi, d'après moi, tu n'as pas 8 pouces, là. Moi non plus. Okay. Mais c'est par exprès que j'ai fait ça. Parce que je vais vous montrer tantôt comment rapetisser la tige. OK. Donc, c'est pas pour rien que je fais des erreurs, là. OK, merci beaucoup. Je te remercie. Donc là, on va s'organiser. On est en dedans du 8 pouces. Donc, on peut faire la forme qu'on veut. S'il avait été trop long, si mon gabarit était arrivé là, il aurait fallu que je le coupe là. Parce que je peux pas rallonger les tiges. Mais je peux les rapetisser. N'oublie pas, c'est que ça dépend dans quel sens que tu fais tourner ton tour quand tu coupes. Ben ça marche juste pour le bois. Ah, OK. Ça marche pas pour l'aluminium. OK. Donc là, on va tourner, on va faire notre première pièce. Là, quand ça glisse comme ça, c'est pas un problème. C'est juste que vous avez pas assez de tension. Parce que vous vous rappelez, c'est pas vissé, c'est juste appuyé. Donc on y met un petit peu plus de tension. Mon porte-outil est un petit peu trop haut. Et évidemment, quand on ajuste notre porte-outil, on arrête toujours le tour. Oui, c'est sûr. Mais je l'ai vu, tu l'as arrêté et de le repartir. Mais pour les besoins de télévision, c'est pas nécessaire. Donc, on va aller... Je vais dégrossir ma tête. Et là, on va s'organiser pour que la tête soit de celle-ci. On veut que la tête soit plus petite que le corps. Donc on va aller et on va lui donner une forme. Et ça, c'est le joint. Là, on va aller dans l'autre sens et on va faire le corps de la poivrière. Et là, ça va être long. J'ai beaucoup de matériel à enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma gouge à dégrossir. J'ai remonté ma gouge à dégrossir. J'aurais pu en prendre une de son propre manche. Et là, je vais refaire... Première étape, c'est de l'assurer qu'il est rond.
là, ma poivrière est ronde. On va faire, donc on va faire ça comme une ancienne belle bouteille de lait. Et là, on va le décorer avec un petit épaulement tout petit pour faire la transition avec la tête. Et là, on pourrait s'arrêter là et on pourrait décider de faire n'importe quelle forme. Je trouve que ça a l'air un peu d'une cartouche de fusil. Moi, je trouvais que ça faisait un pion d'échec. Ouais, puis honnêtement, modèle. je la trouve pas très jolie. On va tout simplement la mettre cintrée du haut vers le bas. Et c'est l'avantage. Et voilà. Et là, on pourrait laisser le bas comme ça. On va revenir avec notre goujette détaillée pour faire la touche finale dans le bas. On ne veut pas avoir une base de toupie, de moulin qui va être beaucoup trop carrée. Donc on va aller couper le coin. Et on pourrait arrêter là pour la forme. La forme, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le trou à l'intérieur. Et vous allez vous en apercevoir vite quand vous êtes dans le trou. Donc, on suppose que c'est la forme finale. On va aller amincir le bout, ici, parce que c'est beaucoup trop gros. Mais je remarque qu'on voit quand même les coups de gouge et tout. Là. Tu vas finaliser ça au sablage ou... Non, je vais faire une dernière coupe de finition. Ah, OK. Là, je travaillais sur la forme. Parce que tu sais, je vante beaucoup ta réputation depuis tantôt, puis là, je trouvais que ça faisait un peu... Ça fait dur, hein? Ouais. Ça fait dur. J'ai pas dit de même. C'est ça. Je pensais que tu allais dire, Martin, c'est qu'il en vend chez Winners. Ouais, ben écoute, probablement que Walmart vend des affaires de même à 10-12 piastres, probablement. Là. Et là, tu vois, là, c'est ma coupe de finition. Voilà, comme ça. Fais la même chose dans l'autre sens. C'est en shear cut, là, autrement dit. Voilà, on va faire notre coupe de finition. En anglais, on appelle ça un shear cut, là. Mais essentiellement, si l'outil est très, très fermé, on prend le côté et on fait juste le glisser. Et là, on a une coupe qui est prête au sablage final. On me dit que la forme est parfaite, donc on va laisser comme ça. Oui. Donc, on va passer à un sablage. Donc, on est rendu à la finition. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une finition, ce qu'on appelle un sablage mouillé, un sablage humide, et on va utiliser de l'huile minérale, et non de l'huile végétale. C'est de l'huile minérale. Essentiellement, c'est un laxatif, là. Et c'est beaucoup plus économique de l'acheter chez le vétérinaire en grosse quantité que la pharmacie. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est une huile qui est très naturelle. Ça rentre dans le bois. Et ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer la levée de poussière en sablage. Et ça sert de base universelle pour des finis à la suite après ça. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'imbiber notre pièce. Et c'est là aussi qu'on découvre la beauté du grain. On ne l'a pas vu à Veneshkadat. C'était du bois sec. Ou encore la beauté du grain ou la beauté des défauts, des fois. Ou la beauté des défauts qui deviennent ce qu'on appelle des opportunités de design. Ou des arguments de vente, si vous les vendez. Si vous les donnez aussi, ça sert à dire « Regarde le beau nœud ». Donc là, on l'a imbibé. Et on va prendre un papier sablé qui est compatible avec un milieu humide. Donc un papier sablé dont le fond est en coton. Mais ton papier ressemble beaucoup par rapport à ce que j'utilise pour les stylos. Oui, c'est essentiellement la même chose. C'est un papier d'emery sur une base en toile. Excellent. Parce que si je prenais un papier sablé typique sur une base cartonnée ou papier, ben, il va se désintégrer au contact de l'huile. Donc Okay. là, je vais bien humecter mon papier. Mon papier, mais c'est pas du papier, là. Et là, ce que je vais faire, je vais sabler comme je sablerais normalement. Je vais réduire ma vitesse, on ne veut pas trop de friction. Et là, on va utiliser le papier. Et là, par magie, il n'y a pas de poussière. Mais par contre, ça fait, on va l'utiliser plus, ça fait une espèce de Pâte. Et ça a aussi le bénéfice de servir de bouche-port. OK. Parce que cette pâte-là, surtout sur on fait une poivrière en freine. Un grain très, très ouvert, Oui. mais qui est très intéressant. Donc, on va remplir, on va faire une surface beaucoup plus. Et là, je vais monter mes grains, comme je ferais normalement. J'avais du 240, là, je vais monter à 320. Et on l'utilise
comme on utilise un papier sablé, et évidemment, il n'y a pas de poussière dans l'air. Je dois avouer que c'est la première fois que je vois cette technique-là. J'espère que ma copine va l'utiliser, elle qui fait beaucoup de poussière en sablant. Je pense que ça va être très utile qu'elle utilise ça. Mais en fait, la meilleure combinaison des deux, c'est des bonnes coupes, des outils tranchants et un sablage à l'huile. Il n'y a pas de poussière. Parfait. Donc ça, c'est la meilleure solution. Donc là, j'ai monté mes grains. Là, je suis à 320. Normalement, moi, je finis mes poivrières à 600. Donc, supposons qu'on a fait tous nos grains. Donc, on a terminé cette étape-là. Donc, on va prendre un morceau de papier qu'on avait tout à l'heure. On va essuyer le surplus. Et là, le grain se révèle. On voit qu'on a bougé dans l'alignement. Et là, on va le réaliser. Tu as juste à te remettre vis-à-vis ta ligne de crayon. Oui, mais la ligne de crayon, là, est à terre. Ah. Je l'ai effacée. OK. Je l'ai effacée. Tu peux la remettre de reculons si tu veux. Ah non, c'est correct. J'ai pas le temps, excuse-moi. OK. Et là, on appliquerait le fini de choix. On pourrait prendre un fini, un poli de friction. On pourrait prendre de l'huile d'abrasin, de tongue oil. Ouais. On pourrait prendre un vernis. N'importe lequel peut fonctionner, il n'est absolument pas alimentaire. Sauf à base d'eau. Ah, OK. Parce que je viens de mettre une base d'huile sur mon bois. OK. Donc, ça va perler. On a sablé notre moulin. On a appliqué le sablage à l'huile. Donc, on a une bonne base pour partir. Là, on a plusieurs options pour le finir. On pourrait utiliser un poli de friction, qui est essentiellement un poli à l'huile, qui a beaucoup d'alcool dedans. Donc, avec la friction, il sèche rapidement. Donc, ce serait une façon de le faire. On pourrait prendre de l'huile d'abrasin, du tongue oil. Le côté plus particulier du l'abrasin, c'est que ça prend un certain moment à sécher. Donc, on ne pourrait pas aller assembler le mécanisme tout de suite, il faut le laisser sécher. Donc, le lendemain ou quelque chose comme ça. Et la majorité du temps, moi, je l'ai fini à la cire. C'est un mélange de cire d'abeille et d'huile minérale. Donc, la même huile que j'ai pris pour le sablage. Et c'est de la cire d'abeille qui a été mélangée. Une recette secrète d'une de mes amis tourneurs et apiculteurs. Et donc, c'est seulement une proportion de cire et d'huile. Donc, on tourne, on démarre et on applique la cire. Et c'est presque magique comme fini. Très facile d'entretien. L'avantage, c'est que lorsque le fini va devenir un peu plus... parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un produit utilitaire, c'est une poivrière. Là. Vous allez avoir les mains mouillées, les mains graisseuses. Ça va traîner dans la cuisine tout le temps. Donc, lorsque le fini n'est plus à votre goût, ben, vous en rappliquez une autre couche et vous n'avez pas besoin de le mettre sur le tour, là, juste à la main, là, ça va bien faire. Là, on va augmenter la vitesse pour vraiment le polir. Et là, on a notre moulin à poivre presque terminé. Là, il reste un petit morceau ici qu'il va falloir couper, parce que là, c'est le bout qui va rentrer là. C'est très risqué de le couper sur le tour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le dégage et on le fait avec une petite scie à main, une petite scie japonaise, là, un flush cut qu'on appelle. Et là, on va être prêt à aller au montage. Donc là, on va couper le petit bout. Donc, on utilise une scie avec des dents très très fines, une scie qui coupe en tirant. Et c'est pas bien que ça. Il reste juste. Là, on est rendu à assembler le mécanisme. Donc, il y a plein de pièces. Et s'il y a quelque chose d'utile dans les instructions, c'est le diagramme dans lequel les pièces vont s'introduire dans votre mécanique. Donc, on a plein de choses. On a le couteau, qui est 2 pièces, essentiellement, comme ça. Et on a des étriers pour les tenir. On a un ressort pour mettre de la tension. On a un arbre d'entraînement. Et on a un bouton d'ajustement pour le poivre gros ou fin. Et il y a la petite cartouche ici qui va nous permettre que ça tourne. Donc, on va y aller, on va l'assembler, le pré-assembler, parce que si vous vous rappelez, Martin était convaincu que ma poivrière était trop courte. On va voir s'il a raison. On va l'assembler. Première chose qu'on fait, on rentre le petit étrier dedans et il va aller s'appuyer dans le fond, dans le premier épaulement. On va mettre, on va rentrer les couteaux dans cet ordre-là. Donc, le couteau et l'étrier, comme ça. On rentre la tige. On met le ressort, la petite partie en bas. Le ressort est conique, la petite partie va en bas.
Et on va rentrer ça dans l'étrier. Et là, on ne mettra pas l'étrier de retenue pour l'instant. Là, ce qu'on veut faire, c'est savoir si Martin avait raison. Moi, je pense qu'il n'a pas raison, mais on va le savoir vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la tête. Et, effectivement, il avait raison. C'est trop long. Écoute, j'ai toujours raison. Tu as toujours raison. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que si je vissais ça, j'ai aucun ajustement. J'ai presque un pouce de trop. Ben, on peut utiliser ta technique, mettre le tour à l'envers, puis remettre du bois. L'envers, rajouter du bois, c'est une chose. C'est bien plus simple de couper la tige. Ah, OK. Et par contre, la tige, on la coupera pas du côté fileté. Pour deux raisons. C'est l'ouvrage. Puis, la compagnie Chef Specialties, qui fait la majorité des kits de qualité sur le marché, ont un pas de filet qui est spécifique à eux, qui est 12-24. Une vis numéro 12 avec un pas de 24. Ça n'existe pas sur le marché courant. Un tap and die qu'on appelle de cette grosseur-là. Donc, on va garder leur filet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre boulon et on va le visser à la moitié. On n'ira pas jusqu'au fond, ou si on ne sait pas où on va aller jusqu'au fond, et on va le retirer pour être à peu près à la moitié de la course des filets. Et là, on va tout repousser le mécanisme appuyé sur le mandrin et on va aller marquer la tige dans le fond, où on a un contact avec l'étrier, pas l'étrier, mais le couteau comme tel. Donc, on est carrément appuyé dans le fond ici. Ça tourne. Donc, on a retiré la tige du mécanisme. On a la ligne sur laquelle on veut la couper. Donc, on va en prendre ici à faire. C'est de l'aluminium, c'est facile à couper. Et on va tout simplement couper notre tige. On aurait pu mettre un peu plus proche, ça aurait vibré moins. Et on va finir de couper la tige. C'est en métal, 12 ou 18 dents. Ça va faire le travail. Et là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est réarrondir. Si vous avez remarqué, la tige, au début, elle avait une espèce de forme de champignon pour ne pas passer au travers. Donc, on va prendre un marteau, un vrai marteau, et on va juste arrondir les coins. Donc, on va refaire le fraisage. Donc, on a refait notre tige. Bon, là, on a rapetissé notre tige. Et on a gardé du jeu tout à l'heure sur la course du filet. C'est pour être justement capable de continuer à avoir un ajustement sur le grain comme tel. Donc, on va le réinstaller. Ressort, petite partie par en bas. On va descendre à l'intérieur. On va placer on n'a pas besoin de la tête pour l'instant. On va placer le couteau. Et il y a des marques d'indexation. Il ne faut pas oublier de mettre l'étrier de retenue. On va mettre ça là. Et on va percer deux petits trous. Un premier trou, on va mettre la première vis. Je vous suggère de ne pas utiliser une visseuse électrique parce que ça visse trop vite et vous risquez de casser la vis. Parce que ce n'est pas des grosses vis et en général vos poivrières vont être faites avec du bois franc. Donc ça tire pas mal, donc il ne faut pas casser la vis. Donc on va faire la première vis. Je ne la mets pas jusqu'au fond, juste question de bien centrer l'autre bras de l'étrier. Un trou. Une autre vis. Vous avez remarqué aussi que je vous suggère dans les instructions de ne pas utiliser les vis qui arrivent avec les kits. Ce sont des vis qui n'ont pas beaucoup de force, qui cassent rapidement, facilement. Donc, je vous suggère d'acheter des vis de meilleure qualité qui vont vous permettre de ne pas casser de vis quand vous allez... Parce qu'il ne faut pas oublier, la plupart du temps, ça va être de l'érable ou des choses comme ça. Donc, on a notre tige, on a le mécanisme, on a le ressort. C'est là qu'on va installer l'étrier, le petit chose qui fait virer la tige carrée.
Et à ce moment-là, c'est tout simplement 2 trous de vis. Là. Je fais toujours juste un trou à la fois parce que ça me permet de recentrer la pièce pour le deuxième trou. Si je percerais mes 2 trous en premier sans qu'il y ait une vis, bien, ça risque de bouger. Donc on va visser les deux. Et n'oubliez pas, si votre chapeau est très très court, vous avez une poivrière qui est très très mince, comme était celle-là, lorsque vous percez votre trou, il ne faut pas percer trop haut, parce que vous allez passer au travers. Donc il faut toujours penser, c'est quoi la hauteur qu'on va percer. Donc j'ai mon premier, je vais le centrer, j'utilise mon tournevis pour le centrer, c'est la meilleure façon. Et on va percer le deuxième trou, deuxième vis. Naturellement, c'est assez rare que tu aies fait une à la fois. Je ne fais jamais une à la fois. C'est rare. À moins d'avoir une commande spéciale. En général, je les fais en série. Faut qu'il y ait un bozo qui va venir te filmer pendant que tu le fais pour que tu les fasses rien qu'une à la fois. Là. Non, non, ça m'arrive des fois des commandes spéciales. Je fais jamais la même poivrière 2 fois. Mais il reste que j'ai un registre. Chaque modèle est unique. Donc, chaque modèle a été assigné un numéro de série. Et je garde dans mon registre, qui est à quelque part, qui était là ici, tous les plans des poivrières que j'ai faites. Donc, j'ai des profils de chacune de mes poivrières à l'intérieur et la photo. Donc, je sais que le modèle 16018, c'était ce modèle-là et c'est son profil avec les mesures. Si jamais quelqu'un veut commander une salière qui va un ensemble, je vais être capable de le reproduire. Et là, je mets ma... Et en ayant l'issue du jeu, c'est là que ça me permet d'être capable de grossir ou de rapetisser mon grain. Chose qu'il ne faut pas oublier avec une poivrière, c'est que ça ne recule pas. Les couteaux sont hélicoïdaux dans un sens, dans le sens horaire. Donc, il faut tourner gauche à droite. Les gens font ça. Mais c'est beaucoup mieux pour vos couteaux de tourner toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que les couteaux sont coupés dans ce sens-là. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est la signer. Généralement, moi, je signe mes poivrières dans l'épaule, ici à l'intérieur. Donc, j'y mets mon nom. Vous pouvez mettre le mien si vous voulez, mais c'est la vôtre. Et j'y mets un numéro de série. Moi, je mettrais toujours le Martin Séguin. Il me semble que tu pourrais faire ça, toi, avec. On pourrait faire ça. Dernièrement, j'ai acquis un graveur au laser. Okay. Et je suis en train de faire des tests pour être capable de les signer à l'intérieur. Ouais, c'est... j'ai créé un gabarit qui est d'angle. Puis le faisceau est comme ça pourrait fonctionner. On a terminé notre moulin à poivre. Il est assemblé, on a réussi à rallonger, à raccourcir la tige. Si jamais la tige était trop courte, vous avez 2 objectifs, 2 options. Vous achetez un kit plus long ou vous rapetissez votre moulin. C'est les 2 options. Il y en a qui vont me dire « Ah, c'est le fun, les moulins à poivre, je voudrais mettre du sel dedans. » Bonne idée, mauvaise solution. La solution, c'est d'avoir un kit adapté au sel, dont les pièces métalliques vont être anodisées et le couteau va être en céramique solide. C'est la seule façon de mettre du sel dans un moulin pour pas que ça corrode. Là-dessus, j'espère que vous allez bien fonctionner, vous allez suivre les instructions, puis n'hésitez pas à recommencer. Ça risque d'être mon cas. Bien, merci beaucoup, Louis, pour cette présentation. Merci d'être venu dans l'Outaouais. On se revoit. Oui, on va revenir. Il va y en avoir d'autres. On va faire d'autres vidéos. Mais pour aujourd'hui, il est trop tard. Salut. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.